Sommet Chirac-Clinton aujourd'hui en Corrèze. Bernadette Chirac, Hillary Clinton avaient pris rendez-vous depuis longtemps pour parler politique à la campagne. Nouvelle polémique sur le sang contaminé. 13 ans après les faits, un rapport établit que 300 transfusés fin 85 auraient pu finalement être épargnés. L'Inde a fait exploser 3 bombes atomiques, lance un défi à ses voisins pakistanais et chinois. Washington réagit en annonçant des mesures de rétorsion économique. Un rapport sur les droits de l'enfant, c'est aussi l'éducation des mineurs en prison, insuffisante en France. C'est notre enquête de ce soir. Cannes, jour J-1 sur la Croisette. Rien n'est prêt, mais tout sera prêt demain pour l'ouverture officielle. Madame, Monsieur, bonsoir. Un sommet Chirac-Clinton aujourd'hui en Corrèze. Un sommet au féminin entre Bernadette Chirac et Hillary Clinton. Les deux femmes avaient décidé de se rencontrer depuis longtemps. Hillary Clinton s'étant déclarée intéressée par la vie politique et sociale dans les zones rurales en France. Et on sait que Madame Chirac n'est pas simplement l'épouse du président, mais aussi une personnalité politique de son département, la Corrèze. Et c'est sans doute pour la première et la dernière fois que l'on a vu cet après-midi la limousine blindée de la première dame des États-Unis parcourir les petites routes du département. Véronique Saint-Olive, Guillaume Fautra, Raymond Chaplat. Non, on verra. La Corrèze est sous pression. La gendarmerie française assure, mais c'est la sécurité américaine qui gère. Le FBI et les services secrets ne badinent pas avec la protection de la première dame des États-Unis. Ils ont été perturbés par Kennedy, alors je pense que depuis, ils en font un peu trop, mais beaucoup trop même. Hein. Au cœur du canton, ils sont venus par affection pour Bernadette, par admiration pour Hillary. C'est comme au spectacle. La limousine arrivée de Washington fait un tabac, mais pas facile d'apercevoir Hillary. On suppose que ce cheveu lui appartenait. La mèche. On n'aurait pas eu Madame Chirac, elle ne serait pas venue se perdre à Corrèze. Hein. La future présidente des États-Unis qui remplacera son mari. C'est tout ce que j'en pense. Première étape, premières amabilités. Bernadette, conseillère générale, fait les honneurs de la maison et Hillary se passionne pour le tracé des autoroutes locales. À Corrèze, les enfants ont appris la chanson en anglais. Hillary ne parle pas le français. Les maternelles n'existent pas aux États-Unis, c'est donc un bon exemple et tout le monde apprécie. C'est bien, on ne peut pas la voir tous les jours, comme ça. C'est une occasion exceptionnelle. Détendues mais présidentielles, les épouses des deux chefs d'État s'en tiennent au discours de l'amitié. Nous avons beaucoup de chance parce que nous lui avons commandé le beau temps et la Corrèze, je crois, montre son sens de l'hospitalité aujourd'hui. Je suis très heureuse ici. Madame Chirac me parlait de la Corrèze depuis des années et je suis enchantée de voir les choses par moi-même. Une dernière promenade sous haute surveillance dans le village et le programme est bouclé. Retour à Paris. Est-ce que vous l'avez vue avec vos jumelles? Non. Non? Vous l'avez pas vue? J'ai vu comme un éclair, c'est tout. Ah, d'accord. Oui, c'est tout. Les autres titres de l'actualité sont moins souriants. C'est face à des assassins présumés qui ont à peu près le même âge qu'elle, qu'Angélique, l'une des deux filles de la députée du Var, Yann Pia, est venue témoigner aujourd'hui devant les assises de Draguignan. Angélique, qui avait 16 ans au moment de l'assassinat, est venue expliquer quelles étaient les menaces qui pesaient sur la vie de sa mère et de toute la famille. Dominique Verdeillan, Bruno Livertou. J'ai un manque constant. Pour la première fois, la fille cadette de Yann Pia parle aux jurés et à la presse. Avant d'être une affaire politique, dit Angélique, c'est une mère qu'on a assassinée. Coup de fil anonyme, envoi de cercueil par courrier, menaces de mort ont émaillé les derniers jours de Yann Pia, qui avait néanmoins choisi de devenir mère d'hier. Elle m'a dit qu'elle faisait ça pour assainir la ville. Parce qu'elle voulait que la Côte d'Azur, la Provence, sa terre qu'elle aimait, soit saine et voilà. Vous avez regardé le box à un moment. Quelle impression vous les avez eue en les regardant? J'ai pas eu d'impression, j'ai simplement un sentiment de honte pour eux, d'incompréhension totale et j'estime qu'à 20 ans, j'ai l'âge qu'ils avaient quand ils ont tué ma mère, et bien qu'ils aient été abandonnés, et bien qu'ils aient pas de parents, ce que je comprends, qui est très dur, puis c'est ce que je vis en ce moment, je ne comprends pas comment on peut tuer un être humain. Hier, ville du Far West, c'est une étiquette qui agace prodigieusement Léopold Ritondal. L'actuel maire concède qu'il y a eu des assassinats, du racket, des agressions, mais c'est, dit-il, un problème d'effectif de police.
Colistier de Yann Pia, Dominique Vescovalli, lui, ne manie pas la langue de bois. Il parle de climat de haine, de clientélisme, de culture mafieuse. Il dénonce les vociférateurs de bar tabac. Une phrase du style « Ah, celle-là, si elle pouvait disparaître, a peut-être, explique le témoin, été prise au pied de la lettre. » Dans le Var, c'est plus l'exercice du muscle que celui de l'esprit, la campagne électorale. Étonnant département, étonnant procès. Depuis une semaine, les 7 accusés ont littéralement disparu des débats. Les témoins ne parlent plus que de Jo Cercia et de Maurice Arex. La Cour les entendra demain et après-demain. Xavier Dugouin, ancien président RPR du Conseil général de l'Essonne, a été condamné aujourd'hui à 18 mois de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité. Il était accusé de détournement de fonds publics. Le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du procureur qui avait demandé 30 mois de prison, dont 8 mois fermes. Xavier Dugouin a décidé de faire appel de ce jugement. Au procès de l'assassin présumé de ce jeune Marocain retrouvé noyé dans la Seine en marge d'un défilé du Front National, le meurtrier présumé, qui nie toujours avoir poussé la victime, se trouve ce soir en mauvaise posture. En effet, un témoin qui participait au défilé est venu dire le contraire. Valérie Hermite, Clémence Eugène. Laurent Cossou est le premier témoin oculaire. Et sa version des faits n'a rien à voir avec la thèse de l'accident soutenue par les accusés. Selon lui, Michael Fréminet, le meurtrier présumé, a volontairement poussé des 2 mains Brahim Bouram dans la Seine. Pire, juste avant, il avait fait semblant de le faire pendant que ses copains rigolaient bien. L'existence d'un éventuel simulacre, si celui-ci était avéré, rend encore plus gravissime la situation, mais ne change pas fondamentalement les données du problème, à savoir un acte délibéré et volontaire sur la personne de Brahim Bouram. Mais un témoignage inattendu, car jamais durant l'instruction, Laurent Cossou n'avait parlé de simulacre. La défense n'y croit pas. Nous avons donc aujourd'hui un témoignage qui n'a rien à voir avec ce qu'il a dit avant. Soit il a oublié, soit il a transformé pour une raison qui lui appartient. Mais ça veut dire que le seul et unique témoignage que nous possédons n'existe pas. Reste que d'autres témoins défilent à la barre. Et que s'ils ne parlent pas de simulacre, ils parlent d'une victime presque de dos, poussée dans la Seine sans raison apparente et sans aucune altercation préalable. Après la mort d'un jeune homme de 17 ans à Aulnay-sous-Bois vendredi dernier, roué de coups par une bande de jeunes d'une cité voisine, 4 adolescents de 12 à 18 ans soupçonnés d'avoir participé au meurtre vont être présentés ce soir au juge d'instruction. Et puis à Triel-sur-Seine, dans les Yvelines, c'est un lycéen de 17 ans qui a été retrouvé mort chez lui. La veille, il s'était fait tabasser dans une bagarre. Une autopsie va être pratiquée pour établir si la mort est la conséquence directe de cette bagarre. Chaleur, absence de vent, toujours les mêmes ingrédients, pollution automobile et industrielle, tous les éléments restent réunis au-dessus de nos têtes pour provoquer des pics de pollution un peu partout. Chalon-sur-Saône, la Lorraine, l'Alsace et ce soir, Paris. Elisabeth Esdé. Comme dimanche et lundi, encore un pic de pollution à l'ozone de niveau 2 enregistré aujourd'hui à Strasbourg, avec risque pour la santé des personnes particulièrement sensibles, même en cas d'une exposition de courte. Voilà, un petit problème avec notre reportage sur la pollution. Je pense que nous allons maintenant, avant d'y revenir, passer aux perturbations prévues à la SNCF à partir de ce soir et jusqu'à jeudi matin. Les syndicats ont appelé à la grève pour appuyer les négociations sur les salaires et sur le plan de réforme de l'entreprise. Sophie Le Saint. Un mercredi noir en perspective. La grève qui démarre dès ce soir 20h devrait toucher toute la France. Si vous devez prendre le TGV, attendez-vous à de sérieuses perturbations. 2 trains sur 3 circuleront sur les lignes Paris-Lille, Paris-Lyon et sur le Thalys en direction de la Belgique. Pour les autres TGV, 1 train sur 3 seulement. Pas de souci en revanche si vous montez à bord de l'Eurostar ou du TGV Paris-Lausanne-Zurich. Les trains express régionaux rouleront eux au ralenti. Si vous habitez l'Île-de-France, tout se complique. Le réseau SNCF banlieue sera très perturbé. 1 train sur 3 au départ des gares Paris-Est, Paris-Nord, Saint-Lazare et Montparnasse. Les usagers du RER ne seront pas épargnés, toutes les lignes seront touchées. 1 train sur 2 sur les lignes A et D, 1 train sur 3 sur la ligne B et seulement 1 train sur 4 sur la ligne C du RER. Il faudra donc vous armer de patience. Pour tout renseignement complémentaire, la SNCF met un numéro à votre disposition, le 08 36 67 68 69. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez également taper 3615 code France 2.
Je reviens donc à la pollution, donc sur plusieurs villes et départements français aujourd'hui, et ce soir donc au-dessus de Paris. Elisabeth Esley. Comme dimanche et lundi, encore un pic de pollution à l'ozone de niveau 2 enregistré aujourd'hui à Strasbourg, avec risque pour la santé des personnes sensibles, même en cas d'une exposition de courte durée. Les autorités incitent les automobilistes à laisser leur voiture au garage. Ils sont d'accord en théorie, mais pas dans les faits. Ouais. Vous savez qu'il y a des pics d'ozone? Non, pas du tout. Je ne sais pas. Vous savez qu'il est conseillé de ne pas prendre sa voiture à ce moment-là? C'est clair, oui. Mais quand on travaille, on a besoin de la voiture. C'est l'Est de la France qui est la région la plus touchée, avec des pics de niveau 2 relevés également cet après-midi à Nancy, Metz et Chalon-sur-Saône. Dans tous les cas, une pollution due à l'action d'un ensoleillement très fort sur les gaz d'échappement. Et si la chaleur s'installe, le seuil d'alerte va continuer à être dépassé dans les jours qui viennent. Enfin, alerte aussi à Grenoble, coincée entre les montagnes et parcourue chaque jour par 800 000 véhicules. La préfecture veut limiter la circulation. On envisagerait de réduire la vitesse à 70 km/h et même, comme à Paris, d'imposer la circulation alternée les jours les plus critiques. Dans son édition d'aujourd'hui, le journal Libération révélait ce matin que près de 300 contaminations par le virus du sida auraient pu être évitées en France en 1985 à l'occasion de transfusions sanguines. Ces transfusions ayant eu lieu durant les 9 derniers mois de cette année-là, les connaissances étaient alors suffisantes pour décider d'empêcher cette contamination. Jean-Daniel Fézaquier, Frédéric Grinchec. La mère de Sandrine Lalande est morte du sida en 1996. C'est en 1992 que le diagnostic a été connu. Non, ça n'a pas du tout été simple. Ma mère était malade depuis pas mal de temps. Et donc son médecin a décidé de lui faire passer le test HIV. Et il s'est avéré affirmatif, positif. Suite à une transfusion qu'elle aurait eue en 1985. Et apparemment, personne ne savait qu'elle avait été transfusée parce que personne ne lui avait dit que cette opération avait nécessité une transfusion. Est-ce qu'on a su d'où venait le sang? Non. Non, parce qu'apparemment, je suis en possession d'un document où ils disent qu'hélas, les lots de plasma n'étaient pas numérotés, donc ils ne savaient pas, quoi. Ils sont 232 comme la mère de Sandrine à avoir contracté le sida à la suite d'une transfusion entre mai et décembre 85. C'est un rapport commandé par le juge Berthella Geoffroy au professeur Vildet qui l'affirme. La France compte 10 fois plus de cas de sida après transfusion que ses voisins européens. Les explications sont diverses. Il y a bien sûr d'abord eu le retard à la mise en place des tests de dépistage, pas avant août 85. Retard lié au fait qu'on avait décidé de bloquer l'homologation du test américain tant que le test français concurrent ne serait pas au point. Mais surtout, contre l'avis du ministère de la Santé, mais avec l'aval de l'administration pénitentiaire. Plusieurs centres de transfusion continuent à collecter du sang dans les prisons. Des milieux où près de 40% des détenus en préventive étaient séropositifs. Ce rapport évoque aussi les hémophiles. C'est dans ces cuves qu'on mélangeait des milliers de dons de plasma qui servaient à fabriquer des médicaments pour ces personnes. La France mettra trop longtemps à retirer les produits non chauffés et potentiellement dangereux du marché. Résultat, 25 cas de contamination entre mai et décembre 85. Les experts se penchent actuellement sur 72 autres dossiers qui couvrent la période décembre 84, mai 85. Alors que le Sénat continue à faire de l'opposition en refusant en bloc la loi sur les 35 heures, Nicole Notat avait réuni aujourd'hui plusieurs milliers de militants de la CFDT au stade Charletti à Paris. Le syndicat estime que la bataille des 35 heures est à gagner dès maintenant. Laurent Bailly, Yann Jiquel. Un stade plein à craquer. 25 000 militants CFDT venus écouter leur secrétaire général réaffirmer sa volonté d'imposer la réduction du temps de travail comme solution au chômage à une semaine du vote final des 35 heures. Nous disons que la réduction du temps de travail n'est ni une horreur ni une erreur économique. Nicole Notat, star de Charletti, 30 ans après le grand meeting de mai 68. Heureuse que ses militants aient répondu présents en masse, elle compte sur leur combativité pour forcer les employeurs à négocier. Nombreuses, plus de 25 000 personnes, vous les voyez, ils sont ici, ce n'est pas pour rester les mains dans les poches, c'est pour forcer les négociations dans les entreprises, dans les branches professionnelles, négocier partout. Message reçu 5 sur 5 par les militants, même les plus critiques. Lorsqu'elle dit il faut qu'on soit révolutionnaire ou qu'il faut qu'on reprenne des slogans de 68,
ça me fait plaisir. Et j'espère que ça va continuer. Oui, j'ai trouvé qu'elle avait bien parlé et que c'était bien en phase avec nous dans les entreprises, ce qu'on avait l'intention de faire. Très bon discours parce que vu le nombre de chômeurs qu'il y a actuellement, c'est normal de réduire le temps de travail. Une star sur la même longueur d'onde aujourd'hui que ses fans. Le véritable match va maintenant se jouer hors de ce stade, sur le terrain des entreprises. S'exprimant à l'occasion de la clôture des journées de l'innovation industrielle et technique à Paris, le Premier ministre Lionel Jospin a annoncé concrètement le déblocage d'1 milliard de francs pour favoriser la constitution de réseaux de coopération entre la recherche publique et les entreprises, deux mondes qui s'ignorent encore trop souvent aujourd'hui en France. Nous parlions hier de l'allongement de la durée de vie dans les pays avancés, industrialisés comme la France. Aujourd'hui, dans notre pays, les personnes âgées qui ont la chance d'être valides de plus en plus tard n'ont pas envie d'intégrer les maisons de retraite classiques, traditionnelles. Et surtout, elles n'ont pas envie de quitter le centre-ville. C'est en tenant compte de tout cela qu'un promoteur du Sud-Est propose un village d'or en plein centre d'Agde, dans le département de l'Hérault. Reportage Karine Comadzi, Pascal Ponce. Maxime et Irène sont les nouveaux arrivants du village d'or. Des problèmes de santé, les enfants éloignés, voilà qu'ils quittent leur grande maison pour 50 mètres carrés dans un village en plein centre d'Agde. Il y a 3 semaines, on ne pensait pas venir ici. Et puis ça on a connu ça et puis on est venu, on nous a plu. On a visité, Qu'est-ce qui vous a plu? L'environnement, qu'on n'est pas tout seul. Et puis c'est pas une maison de retraite. Les maisons de retraite ne voulaient pas de Charlie. Et sans Charlie, Miguel ne va nulle part. Avec son chien et son petit bout de jardin, ce Catalan de 84 ans a trouvé au village d'or à la fois l'indépendance et les soins qui lui sont nécessaires. Vous savez, j'ai pu me rendre ici. 2 minutes après, alors l'infirmière qui est là. On essaye? Si vous voulez. On essaye? Je vais aller voir ça. Et moins d'1 minute plus tard, l'une des deux responsables du village est là. Ménage, soins à domicile, restauration, divertissement. Pour 6 000 francs par mois, le village s'emploie à redorer l'image de la maison de retraite. C'est différent. Parce que d'ailleurs, le mot retraite, c'est retrait en arrière. Tandis que là, c'est la résidence. On réside quelque part. Le bienfaiteur de l'immobilier, c'est lui. Pharmacien, ce promoteur amateur refuse de parler d'argent et de marché. Il n'y avait rien d'accessible en prix en France pour des personnes retraitées, vieillissantes et qui ne voulaient pas aller dans des maisons de retraite où l'environnement n'est pas toujours enthousiasmant pour y terminer ses jours. Après le village d'Agde et 2 chantiers à Montpellier, notre promoteur lorgne maintenant sur la Côte d'Azur. Le marché de l'âge d'or a de beaux jours devant lui. La commission d'enquête parlementaire sur les droits de l'enfant a remis son rapport aujourd'hui au président de l'Assemblée nationale, Laurent Fabius. Une trentaine de propositions, parmi lesquelles la nomination d'un médiateur national auquel les enfants pourraient s'adresser, la possibilité également de lever en partie le secret en cas d'abandon à la naissance. Et puis le rapport insiste sur l'insuffisance des programmes d'éducation en prison. À ce titre, l'expérience menée par un gardien de la prison de Los-les-Lilles dans le Nord pourrait bien servir d'exemple. C'est notre enquête de ce soir. Anne Gainsburger, Christian Autain. Alors moi c'est Christian, je suis responsable des mineurs. Alors pour tout problème, si tu as besoin de quoi que ce soit, c'est moi que tu viens voir. Ok. Donc ici il n'y a pas de raquette, pas de bagarre, pas de tout ça. S'il y a quelqu'un qui veut te raqueter, tu viens me voir. Avant lui, juges et éducateurs ont tout essayé. Les mises en garde, les placements en foyer et les menaces de sanctions. La prison est bien souvent un dernier recours. Il arrive parfois qu'elle soit un commencement. L'eau chaude. Jour. Ça dort. Dans cet univers clos qui les éloigne de leur quartier, de leurs copains, de leur famille, ils vont devoir rendre des comptes à la justice. Ils ont entre 13 et 17 ans et ne savent généralement pas quand ils sortiront. Leur histoire est d'abord faite d'absence et d'incompréhension. Tu sais le nom de ton avocat? Je sais pas. Dernière classe fréquentée à l'école? 6e. Comment? 6e. 6e? Des diplômes? N'importe. Non.
Donc là ensuite on va le vestiaire récupérer, t'as des lacets à récupérer. Et ensuite on ira à l'infirmerie pour voir le médecin et compagnie. Moi j'ai pris le combien? Ils m'ont mis en mandat de... Alors là t'as un mandat de dépôt. Mandat de dépôt d'1 mois. Je pense qu'un mois. Non, c'est un mandat de dépôt. Donc le temps correctionnel et les dégradations. Donc c'est en étant mineur, c'est mandat de dépôt d'1 mois renouvelable une fois. D'accord? Certaines activités? Le quartier des mineurs est un monde à part et Christian de Noyelles en est le pivot. C'est lui qui a souhaité être là en poste fixe pour poser des repères de réveil, de repas, de sortie aux jeunes. Tu fumes, tout le monde rentre. Et c'est encore parce que c'est lui que les garçons passent moins de temps en cellule pour s'occuper en activités, d'ateliers scolaires ou de jeux. Car le principal ennemi en prison est bien le temps qui s'étire et mène à l'ennui, à la violence. Tout est alors bon pour s'affirmer et braver l'autorité. Comme ils sont mineurs, je leur interdis de fumer sur tous les lieux collectifs, sur la coursive, les lieux d'activité, pour un respect pour tout le monde. Il faut savoir être patient aussi. Il faut être patient, très patient. On rentre? On rentre? C'est assez autoritaire sur eux. Il y en a le mot justice, le mot gendarme, et des trucs comme ça ne leur fait plus peur du tout, tous les deux. Mais, bon. J'ai pas raison? Tu fumais? À vos yeux, ce sont des enfants ou des adultes? Non, c'est des enfants. Ils sont, même en ayant l'âge de 16-17 ans, mais au niveau mental, ils ont toujours l'âge mental de gamins de 8-10 ans. Comme des gosses, ils chahutent et se défient. Et comme dehors, perdurent les règles impitoyables de la vie en bande. La loi du plus fort qui terrorise et isole les plus fragiles. Alors, pour une simple histoire de télé cassée, la promiscuité en cellule devient insupportable et la confidence plus facile. Je répète assez souvent que vous avez un problème, quel qu'il soit. C'est de l'intimidation qui fait. C'est uniquement ça. Après, il reste encore à convaincre les garçons de l'intérêt d'en finir avec le vol et le crime. Pour espérer commencer à les reconstruire, il faut être surveillant et puis aussi psychologue et encore un peu grand frère. Pas gagné d'avance. Une fois qu'on est ici, on est prêt à tout faire. Mais une fois qu'on est dehors, c'est plus la même chose. Y a rien, on est obligé de faire le con. Pourquoi on est obligé? Oh, moi dehors, trouver du travail pour nous, c'est dur. Ça fait 4 condamnations que j'ai. Moi, si je vais pour chercher un stage, ils vont me dire vous avez eu 4 condamnations. Je vais galérer, moi, pour trouver un travail. Alors, le temps que je trouve un travail, ben, si j'ai pas d'argent, je vais voler. Vous servez à quoi, vous, finalement? Ben justement, de les structurer, d'avoir des repères quotidiens, rien que le fait de se lever le matin. Finalement, c'est assez surprenant de se dire que c'est en prison qu'ils acquièrent des repères. Oui, c'est surprenant. Mais je pense pas que la solution elle est dans la prison. La solution est à l'extérieur. Parce qu'il faut bien punir, mais aussi parce qu'il ne suffit pas d'enfermer, il reste à inventer des lieux et des méthodes pour traiter la fureur dans laquelle ces adolescents ont basculé. L'actualité internationale, c'est une forme de défi au monde et surtout à ses voisins pakistanais, chinois, que l'Inde a lancé en procédant à 3 essais nucléaires après 24 années d'interruption. Washington annonce des mesures de rétorsion économique et le Pakistan, qui est peut-être également doté de l'arme nucléaire, n'a pas l'intention de se laisser dépasser dans cette course à l'armement. Thierry Tuilier. À chaque fête nationale, ils sont de sortie pour le défilé militaire. L'Inde l'a reconnu hier, ces missiles d'une portée de 40 à 250 km peuvent être désormais équipés de têtes nucléaires. Les 3 essais souterrains dans le désert du Rajasthan, non loin de la frontière du frère ennemi pakistanais, font entrer de fait New Delhi dans le club des puissances nucléaires. Les nationalistes hindous et leur Premier ministre arrivés au pouvoir cette année ont de bonnes raisons de se féliciter. 24 ans après l'explosion de la première bombe atomique indienne, ils savent que la presse et semble-t-il l'opinion sont derrière leur gouvernement. Mais le numéro 1 indien sait aussi que son pays est aujourd'hui isolé. Bill Clinton a promis des sanctions, New Delhi ayant violé le moratoire sur les essais nucléaires. Un moratoire que le Pakistan pourrait bientôt aussi mettre à mal en réponse aux défis indiens. Alors, après les coups de menton, le Premier ministre indien tente de rassurer. Son pays serait prêt à signer le traité bannissant les essais nucléaires. Mais il n'est pas sûr que cela suffise à apaiser les esprits
des voisins pakistanais et chinois. Importante journée diplomatique aujourd'hui à Paris. Jacques Chirac et le secrétaire général des Nations Unies ont discuté du blocage de la situation au Proche-Orient entre Israéliens et Palestiniens. Par ailleurs, le vice-premier ministre irakien Tarek Aziz, en visite à Paris, s'est entretenu avec le même Kofi Annan. L'Irak se plaint du maintien de la pression militaire américaine aux frontières du pays et les survols du territoire par des escadrilles d'avions et d'hélicoptères toujours basés au Koweït et dans les Émirats arabes. Environ 35 000 GI, hommes et femmes. Ces dernières, il faut le remarquer, qui pour la première fois sont placées en première ligne. Reportage Philippe Rochaud, Alain Dubas. Leurs engins s'appellent Black Hawk ou Kiowa, hélicoptères de transport de troupes ou de combat. Une poignée de femmes pilotes surveillent ainsi le désert du Koweït et les gesticulations de l'armée irakienne. On fait des vols d'estimation par mauvais temps. L'école d'entraînement nous a pris 1 an, ensuite il a fallu aller dans les unités pour continuer d'apprendre. On a beaucoup travaillé sur les simulateurs de vol pendant plusieurs années pour acquérir l'expérience. Trina n'a guère que 50 heures de vol, mais à 27 ans, elle peut se vanter d'avoir déjà participé à la guerre du Golfe en 91. Elle était au service de la paye des soldats stationnés en Arabie. C'est là qu'elle a connu son mari. L'armée essaie de nous faire rester ensemble, mais bien sûr, parfois c'est moi qui vais sur le terrain et ensuite c'est lui qui part. Il y a vraiment des moments difficiles, mais heureusement nos relations sont solides. Laura, elle, pilote cet hélicoptère de combat dont la tête lui transmet de jour comme de nuit les déplacements des blindés ennemis. Elle a participé elle aussi à la guerre du Golfe en 91. Quand j'ai terminé l'école de l'air, les femmes n'étaient pas autorisées à voler là-dessus. Ils ont changé ça dernièrement et j'ai pu devenir la première femme à piloter cet appareil. Mes parents sont très fiers et très heureux pour moi parce que j'ai réussi à faire ce que je rêvais de faire et c'est une chance. Laura est mariée à un officier qui s'entraîne en Amérique centrale. Ils ont un petit garçon de 5 ans qui aimerait lui aussi s'amuser avec ce jouet d'adulte. Pour tirer, c'est ici et on arrête là. Notre meilleure activité, c'est voler la nuit. Les gens ne peuvent pas nous voir. On vole avec les lumières éteintes, mais avec nos yeux électroniques, on peut tout voir, des choses qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Laura a déjà à son actif 180 heures de vol. Elle affirme que les hommes la respectent car elle fait le même travail qu'eux. L'embargo sur l'Irak ayant été renouvelé, l'armée américaine a maintenu ses effectifs de 20 000 soldats dans le Golfe. Mais Laura, dans ce désert du Koweït, redoute beaucoup plus les tempêtes de sable que les armées de Saddam Hussein. Tentative d'assassinat du président de la Ligue des droits de l'homme en Turquie. Au beau milieu de cette journée, un commando de 2 hommes a fait irruption dans son bureau et l'a criblé de balles. Akin Birdal est actuellement dans un état critique, hospitalisé. La situation en Indonésie se dégrade de jour en jour. La crise financière pourrait bien déboucher là-bas sur une crise de régime. Le président Suharto est directement mis en cause. La police réprime les manifestations d'étudiants, notamment pour la première fois aujourd'hui dans la capitale, Jakarta. 6 étudiants ont été tués par balle à l'intérieur de l'université à l'occasion d'une violente charge policière. Commémoration du 50e anniversaire d'un des événements les plus marquants de l'immédiate après-guerre et qui a bien failli provoquer un 3e conflit mondial. Le blocus de Berlin par les troupes soviétiques. Pendant plusieurs mois, le ravitaillement de la ville fut assuré quotidiennement par des avions américains. 50 années plus tard, les héros anonymes de ce pont aérien sont revenus sur le théâtre de leurs exploits qui sera officiellement célébré demain en présence du président américain Bill Clinton. Berlin, Olivier Lerner. Avec ce bruit de moteur si particulier, les souvenirs remontent à la surface comme si c'était hier. 1948, 1998. 50 ans ont passé, mais personne ici n'a oublié le geste des Américains. 277 000 rotations pour ravitailler pendant plus d'1 an 2 millions de Berlinois affamés. Elle avait 9 ans à l'époque. Avec une amie par courrier, elle guidait les pilotes. Dans sa lettre, elle disait « Si tu vois les poulets blancs, envoie la marchandise. Je m'en fous si les poulets ont peur. » Mais j'ai jamais trouvé les poulets blancs. J'ai préparé un gros paquet de bonbons, je l'ai envoyé par la poste. Gail Alvorsen, c'est lui l'inventeur de ce petit parachute qui a fait le bonheur des enfants. 250 000 chewing-gums sont tombés du ciel. De la farine, du lait, du chocolat, du charbon aussi. Au total, 2 millions de tonnes de marchandises. Lui,
était là aussi. Un Allemand qui n'a pas oublié les gestes qu'il a accomplis. Entre la zone occupée par les Soviétiques et celle tenue par les Américains, les Anglais et les Français, tout contact était coupé. Une fois la guerre terminée, les Américains ont vu qu'on était dans la misère. Ils nous ont aidés, ils nous ont sauvés. Il ne faut pas oublier ça. Tempelhof à Berlin, construit dans les années 20, rénové par les nazis en 1936 qui avaient tout prévu. Un bunker à l'abri des bombardements et des pistes sans fin sur 1 500 000 mètres carrés. Bien utile aux Alliés pour ce pont aérien. Cet esprit de liberté impulsé en 1948 par les Américains n'a jamais cessé ensuite pour que les Allemands retrouvent leur dignité. En 1963, le président Kennedy a lui aussi montré la voie avec cette phrase historique. Inoubliables pilotes américains avec leurs bombardiers à bonbons. Ils sont de retour aujourd'hui pour parachuter une nouvelle fois leur fameux chewing-gum sur Berlin. Pour les attraper, cette fois, ce sera un jeu, pas la guerre. En bref, encore à Londres, coup de filet dans les milieux islamistes en coopération avec les polices françaises et belges. 8 personnes de nationalité algérienne et tunisienne ont été arrêtées par les policiers antiterroristes de Scotland Yard. Ces hommes pourraient être liés au GIA, le groupe islamique armé. Par ailleurs, à propos de l'attentat contre le siège du Conseil régional de Marseille samedi dernier, il a été revendiqué officiellement par les Corses du FLNC Canal Historique qui apparemment a décidé de reprendre ses actions terroristes après la nomination du préfet Bernard Bonnet. Les mélomanes de Strasbourg vont assister ce soir à un concert exceptionnel à plus d'un titre. On pourra y entendre le son unique du violon de Paganini, le plus grand virtuose de tous les temps. L'instrument a été fabriqué en 1742 par le célèbre luthier Bartolomeo Guarnieri. Cet objet est d'ordinaire conservé à Gênes. Il appartient à l'État italien qui l'a assuré pour la somme de 20 millions de francs. Et lorsque ce violon se déplace, c'est un peu comme si on transportait les bijoux de la couronne anglaise. Christine Beauce, Sylvain Gauthier. Derrière ces imposantes grilles, quelque part dans ses profondeurs, la Banque de France abrite depuis hier un visiteur inestimable. Le violon de Paganini dans son étui, protégé par un scellé. Le précieux violon quitte son coffre sous le regard incrédule des employés et sous bonne escorte. Ce véritable patrimoine national voyage évidemment en fourgon blindé, direction le Palais de l'Europe. Ça a été, comment dirais-je, assez dur de mettre ensemble et de faire comprendre aux gens, et notamment à nos partenaires, que le violon était précieux. Et en effet, l'assurance du violon a une valeur de 20 millions de francs. La température, 22 degrés. Hein. Température constante, pas de flash, l'instrument préféré du plus célèbre violoniste de tous les temps, Paganini, fait l'objet d'infinies précautions. Légué à la ville de Gênes, il est aujourd'hui vénéré par ses habitants et seuls quelques rares privilégiés ont le droit de le manipuler. On l'appelle le canon parce qu'il est reconnu pour sa puissance et ses particularités sonores. Et toujours sous étroite surveillance, celui que l'on appelle également la voix de Gênes se produit ce soir à Strasbourg pour un concert exceptionnel. Dans un tout autre genre, vraiment, tel un ouragan, elle déferle une nouvelle fois sur Paris, ce soir et demain. Vous les avez reconnus, au moins vos enfants les ont reconnus. Les Spice Girls, elles sont à Bercy. Les Spice Girls, un phénomène dont on ne connaît pas encore exactement les limites. Les Spice Girls, ce sont des chanteuses, mais aussi une mode vestimentaire que les enfants de 11 à 18 ans apprécient particulièrement. Il y avait déjà du monde cet après-midi à Bercy qui attendait pour le concert de ce soir, 20h. Festival du cinéma de Cannes, c'est demain l'ouverture de la 51e édition. Comme chaque année, tout sera prêt, mais au dernier moment, tout à fait au dernier moment. Nicolas Vinclair, Jean-Louis Melin. Pour tout vous dire, on s'attendait au soleil et on a eu le soleil. On s'attendait aux embouteillages et on a eu les embouteillages. On s'attendait à voir des étrangers
Alligato camarade. Et oui, parce qu'on s'attendait aussi à voir des starlettes, mais là, faut pas rêver. Cannes est une ville qui ne porte malgré tout pas si mal son nom. Un jour avant l'arrivée des gamines siliconées, c'est encore le 3e âge qui est en première ligne. Et vérification faite, elle restait tiède, la température. Une journée de calme avant la tempête. Et quand on a ses habitudes, quoi de plus doux que la mer d'huile et quoi de moins tentant qu'un festival et ses remous. Si vous voulez, on subit plutôt qu'on en profite. Pour les Canois, c'est le merdier. Ouais, ça ressemble à quoi le merdier? La pagaille, la grande pagaille. D'abord, ils ont piqué toutes les chaises, on peut plus s'asseoir. C'est moi le peuple en colère. Enfin, avec mes camarades, quand même, je suis pas du tout seul. Des centaines de travailleurs à pied d'œuvre, et oui camarades, Cannes se secoue le cocotier. En 68, on disait que sous les pavés, il y avait la plage. En 98, sur la plage, il y a les espaces pour les sponsors. Et en regardant bien, on aperçoit même parfois du sable. Avec tous ces millions dépensés, on a du mal à imaginer que sous le sable, il y ait des pavés. Les stars, en tout cas, sont déjà là. Et comme la foule n'est pas encore assez compacte pour les inquiéter, on peut les toucher des yeux en toute tranquillité. Un grand festival, Sigourney, 7 bonnes raisons de s'intéresser à la sélection de cette année. Est-ce que vous êtes capable de me citer un film de la sélection officielle de cette année? Non. Non. Un titre de film au hasard alors? Le Titanic. De toute façon, personne n'a jamais obligé les Cannois à s'intéresser au cinéma, les Niçois non plus d'ailleurs, alors aux Cannois et aux Niçois, qui mal y pense? Et le jury cette année est présidé par le réalisateur américain Martin Scorsese. Dans le jury, 2 personnalités inattendues, le rappeur MC Solar et Clara Mastroianni. Pascal Deschamps, Éric Delagneau. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et puis après, j'ai eu une espèce de confirmation et je suis allé à un rendez-vous avec M. Jacob en lui expliquant quand même ma partie, à savoir, je suis pas un spécialiste de tout ce qui est tout le côté technique, tout le décor, l'interprétation, les choses, etc. Je suis plus un spectateur. Il me semblait impossible de dire non, c'est le genre d'offre, de proposition qu'on ne peut pas refuser. J'ai dit oui parce que c'est un grand accélérateur. J'aime bien apprendre des choses, j'aime bien avoir une discipline, je regrette l'école, je regrette plein de choses comme ça. Et c'est une espèce de responsabilité qui, je suis sûr, vont m'apprendre énormément, vont me donner énormément. C'est vrai que c'est le festival le plus attendu de l'année, etc. Mais je me dis, bon, c'est quand même le cinéma, c'est le divertissement, etc. Donc, essayer de pas être trop bêcheuse, quoi. Mais le trac, non, je commence à le sentir un petit peu maintenant. De l'aspirine, ça, j'y ai pensé hier soir, je me suis dit, oh là là, faut pas que j'oublie l'aspirine. Et je vais emmener un ghetto blaster pour écouter de la musique. Il y aura 2 choses, il y aura un cahier pour des impressions, et puis comme c'est justement des grandes expériences, il y aura plein d'émotions, et j'aurai envie de noter certaines émotions. Et puis, la deuxième chose, mais très important, c'est pas oublier ma brosse à dents. Voilà, avant de nous quitter, le rappel des principaux titres de l'actualité de ce mardi. Nouvelle polémique sur le sang contaminé. 13 ans après les faits, un rapport établit que 300 transfusés fin 85 auraient pu finalement être épargnés. Soleil, absence de vent, des pics de pollution sont enregistrés dans plusieurs villes de France. Chalon-sur-Saône, Nancy, Strasbourg, Mulhouse, ce soir Paris et le département de la Seine-Maritime. Attention pour demain. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet. Ensuite, je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, à demain 20h.